Bonjour à tous. Donc, du coup, merci à tous d'être ici aujourd'hui pour ce, du coup, 8e live métier, avec 9e live, pardon, avec Agathe, qui est pharmacienne ingénieure et qui va nous raconter son métier. Donc, je vais vous présenter également Clara, qui travaille avec moi chez MyFuture. Elle va être présente tout au long du live pour répondre à toutes vos questions dans le chat et moi plutôt à l'oral avec Agathe. Donc déjà, je vais faire un petit rappel rapide sur qui on est. Donc, on est MyFuture, une entreprise sociale qui vous aide, vous les jeunes, dans votre orientation scolaire et professionnelle. Et pour la plupart, vous devez nous connaître via la plateforme stagedécouverte.fr qui peut vous permettre de faire des petites immersions en entreprise pendant quelques jours. Et on a mis en place, du coup, avec la situation actuelle, des live métiers pour découvrir les métiers de professionnels et poser ces questions en direct. Donc, du coup, Agathe, je t'en prie, présente-nous ta vie, ton œuvre. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Agathe, j'ai 24 ans et en fait, je suis encore étudiante en fin d'études de pharmacie, mais aussi d'ingénieur. Donc, je suis contente d'être là aujourd'hui pour vous présenter ma formation qui est assez particulière et aussi pour vous présenter mon projet professionnel. Donc, il faut bien comprendre en fait qu'au début, j'ai commencé par faire pharmacie à Lyon. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur. Donc là, je viens de finir, j'y ai passé 2 ans. Et cette école s'appelle l'école des mines de Saint-Étienne. Donc, je vais lancer ma présentation. Oula, pardon. Euh, je vais commencer par vous présenter donc mon projet professionnel et vers quel secteur j'ai envie de travailler et pour que vous ayez un exemple de ce qu'on peut faire en fait en faisant ce double diplôme pharmacien-ingénieur. Donc, je vous ai mis le diapo parce qu'en fait, j'ai un schéma à vous expliquer. Donc, moi, en fait, j'aimerais travailler dans le domaine de la recherche et développement. Et donc, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut bien s'imaginer que quand on a un médicament, quand on peut aller chercher un médicament, donc par exemple le paracétamol, quand on a mal à la tête, c'est un des médicaments les plus connus, vous devez connaître, on peut aller l'acheter dans une pharmacie. Mais en fait, il y a plein d'étapes nécessaires et très importantes avant la commercialisation et la mise en vente de ces médicaments. Et c'est justement sur ce domaine-là que moi j'ai envie de travailler. Donc on appelle ce domaine la recherche-développement. Donc en fait, là, si... Est-ce que donc tu peux sur donner ce un petit peu schéma... plus d'indications, du coup, sur le domaine de la recherche-développement, s'il te plaît? Ah, j'ai pas très bien entendu. Tu peux... Oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'explications sur Oui. le domaine de la recherche-développement, s'il te plaît? Oui, alors justement, donc ça c'est un schéma qui vous permet de bien comprendre. Donc, en fait, la recherche et développement, c'est tout ce qui va être penser à découvrir une nouvelle molécule. Donc, en fait, essayer de vraiment découvrir, d'innover. Donc, par exemple, le paracétamol, avant qu'on trouve que le paracétamol agissait et réduisait la douleur, il y a eu plein de recherches avant qui a dû être faites. Et donc, on va commencer par 10 000 molécules criblées, donc c'est-à-dire qu'on teste pour voir si elles ont un effet sur la douleur pour le paracétamol. Ensuite, après, on va faire des tests sur les animaux pour pouvoir déterminer la dose mortelle, par exemple, et déterminer aussi si l'efficacité et si c'est surtout au niveau de la sécurité du médicament, s'il n'y a pas de risque. Ensuite, on passe sur les hommes. Donc, ça s'appelle la recherche clinique. Et là, on va plutôt déterminer la tolérance, euh, par exemple, aussi l'efficacité sur l'homme, parce que l'efficacité sur l'animal et l'homme, c'est pas forcément la même chose. Et voilà, il y a différentes phases. Et ensuite, après, on va passer à la commercialisation. Voilà. Et moi, en fait, donc, cette phase de recherche, elle est très longue. En général, elle dure 10 ans. Et, euh, et moi, en fait, j'ai vraiment envie de travailler. J'ai toujours eu envie de travailler en recherche et développement, ou R&D, comme on dit, pour trouver de nouvelles molécules, parce que ça m'intéressait plus que la phase de commercialisation. Voilà. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'est une molécule? Alors, une molécule, c'est par exemple, comme la molécule d'eau. Je pense que vous avez sûrement dû en entendre parler. Enfin, vous connaissez la formule H2O. Donc, c'est une molécule, c'est une association d'atomes. Donc, ça, c'est pour les scientifiques d'entre vous. Donc, c'est juste
Oui, c'est une association d'atomes reliés. Voilà, c'est une forme en fait. C'est un peu comme une recette, si vous voulez. C'est un peu comme une recette de cuisine. C'est l'identité de quelque chose. Donc une molécule d'eau, par exemple, ou une molécule d'oxygène. Voilà. Je pense que voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, bah, vous me direz par la suite. Euh, voilà. Et donc moi, en fait, j'ai décidé de me lancer dans la recherche et développement pour pouvoir travailler dans un laboratoire, en fait, en recherche, en laboratoire privé ou public. Euh, Parce qu'en fait, c'est ça qui m'intéresse plus tard, voilà, euh, en laboratoire de recherche, parce que justement, j'ai toujours voulu essayer de trouver des nouveaux médicaments. Et j'ai surtout envie de me spécialiser en cancérologie. Voilà, donc là, cette année, j'ai décidé de choisir cette spécialisation. Et, euh, et donc voilà. Donc là, c'est pour vous donner un peu un exemple de ce qui est possible de faire. Là, j'aurais dû commencer un stage en fait en cancérologie, mais à cause du Covid, le début est décalé. Donc je commence dans 2 semaines. Euh, donc là, vous Super. voyez, c'est un projet qui paraît très clair, très orienté. Mais il faut savoir que ça n'a pas forcément toujours été aussi clair dans ma tête. Et ça a beaucoup évolué voilà, au fil des années. Euh, Quand j'étais petite, moi, je me disais pas tout de suite que j'allais être pharmacienne. En plus, je connaissais très très mal ce métier. Et autant moins, encore moins pharmacienne ingénieure. Moi, j'aimais bien, j'étais scientifique. J'étais très studieuse à l'école, etc. J'aimais bien avoir des bonnes notes. Mais en même temps, j'aimais aussi bah, m'occuper des autres. J'avais cette empathie comme ça. Et puis bon, bah, l'école passe. Et en fait, finalement, bah, au collège, bizarrement, je ne m'oriente pas forcément vers la médecine ou la santé pour mon stage de troisième, mais je m'oriente vers le droit, parce que ça m'intéressait aussi, comme c'était très dans les règles, etc., les lois. Ça allait bien avec mon profil, disons. Je sais pas, ça m'intéressait bien. Et, euh, et donc, en fait, j'ai toujours mon petit diapo. Euh, Voilà, c'est un peu là le rêve d'enfant. Et donc, voilà, puis je passe le stage de troisième, puis j'arrive au lycée. Donc là, j'aimais toujours quand même les maths et la physique. Et là, bah, je m'oriente vers une série, un lycée scientifique, donc une filière scientifique. Et puis, en fait, finalement, la première passe, la terminale passe. Et au moment des choix d'inscription pour l'orientation post-bac, je décide de m'inscrire en première année de médecine. Mais j'avais quand même mis là, en deuxième option les études de droit. Donc c'était juste pour vous montrer un peu bah, le cheminement qu'il y a. Et c'est sûr que au collège ou au lycée, même au lycée, c'est quand même difficile de savoir ce qu'on veut faire. Et donc vraiment, mon projet a évolué. Et en fait, finalement, quand on y pense, moi qui étais très scientifique, j'aimais bien, voilà, quand j'étais petite, j'avais eu un microscope et j'analysais tout ce qu'il y avait dans la maison. Voilà. Et en même temps, aider les autres, bah, finalement, le métier de pharmacien, il regroupe un peu tout ça. Donc, c'est plutôt bien. Donc, je suis contente d'avoir fait ça. Oui, tu as réussi à trouver en fait un équilibre entre ce que tu souhaitais faire et ce qui était possible de faire en termes de métier. Tu as réussi à allier voilà, deux choses qui te tenaient à cœur, donc la santé Mm. et le social. C'est C'est ça ça. en fait. Ok. Voilà, c'est ça. Et Et oui, non, non, je t'en prie, je t'en prie. bah, j'allais dire, en fait, en pharmacie, l'intérêt, c'est qu'on peut faire vraiment plein de choses. En fait, il y a vraiment ce côté scientifique qui reste en fait par rapport à la médecine, par exemple. Donc ça je suis contente de pouvoir de l'avoir gardé en fait. Et il m'intéressait depuis longtemps et ça c'est voilà, ça je l'aurai toujours plus tard. Voilà. Ok, super. Et est-ce que du coup, il y a un lien aujourd'hui avec tes études de droit? Est-ce que tu as réussi à trouver justement un peu enfin, un lien quelconque avec ce que tu as fait en droit ou pas? Dans les études de pharmacie, tu Oui, veux dire Oui, oui. bah, alors c'est sûr que donc, le pharmacien, il est garant de la sécurité du médicament. Et en Mm. fait, c'est un produit, comme on dit, qui n'est pas comme les autres. Et donc, il y a beaucoup de réglementations. Donc finalement, il y a beaucoup de lois et je pourrais toujours, si je le veux, travailler plus tard parce qu'on peut évoluer. En fait, on a souvent des opportunités
des passerelles. Et je peux en fait travailler dans ce qu'on appelle la réglementation des médicaments, réglementation pharmaceutique. Et puis même au quotidien, je veux dire, dans nos études, on apprend beaucoup de lois. Voilà, il y a les lois de la santé publique, les lois d'éthique aussi. Donc finalement, je retrouve un peu ce côté, oui, voilà, règles, etc., dans ce pan-là des études de pharmacie. Voilà. Ok, super. Et bah écoute, simplement une petite remarque. Nous avons Oui, dans la salle Léa qui, elle, voudrait devenir oui, chirurgienne, du coup. Et du coup, je pense que Léa est très intéressée par les métiers de la santé. ah ouais, Donc, super. Léa, surtout, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux à Agathe, sachant Ouais. qu'on a un petit comité. Là, tu peux y aller. Oui, et donc justement, là, pour entrer en études de pharma, donc après le bac, je me suis inscrite en première année de médecine, qu'on appelle la PACES. Alors là, à la rentrée 2020, la PACES changera de nom et les modalités d'entrée vont changer. Donc, je préfère pas trop m'avancer, mais je peux vous raconter comment c'était moi. Donc, en fait, la PACES, ça veut dire première année commune aux études de santé. Et en fait, donc l'entrée est ouverte à tous, mais c'est une année où il y a 2 concours qui vous permettent d'entrer donc soit dans les études de médecine, les études de pharmacie, kinésithérapeute, dentaire, sage-femme et aussi ergothérapeute. Voilà. Donc en fait, à l'issue de ces 2 concours, vous pouvez, si vous êtes admis, intégrer l'une de ces filières. Et voilà. Et donc souvent, on entend parler de la première année de médecine qui est difficile. Et enfin, effectivement, moi, j'ai dû redoubler, mais après, il y a 60% des gens qui redoublent. Donc c'est quasiment la norme, en fait. Quasiment tout le monde redouble, au moins. Voilà. Et donc moi, j'ai redoublé ma première année. Et en fait, j'hésitais beaucoup entre médecine et pharmacie. Et en redoublant, j'ai voulu essayer médecine, mais j'étais trop loin au premier concours. Donc, en fait, je me suis dit que j'allais m'orienter vers la pharmacie, tout en me posant bien la question si les cours allaient me plaire. Et j'ai vraiment adoré les cours au deuxième semestre en première année de pharmacie, enfin en PACES, quoi. Où on a Mhm. des cours de spécialisation. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, c'est parti, j'y vais. Et j'ai réussi. Donc, j'ai pu intégrer la deuxième année de pharmacie. Donc, en fait, c'est ça. C'est une première année commune. Et après, vous intégrez la deuxième année, sauf en kiné où vous retombez en première année. Ça, c'est les spécificités. Et Donc, toi, Léa, si tu veux faire chirurgienne, ça, c'était Léa? Ouais. Il faut que tu passes par médecine. Voilà. On a une et petite Agathe, Oui, question de... Ah, pardon. De Honoré. Du coup, c'était ça dont tu voulais parler, Clara? tout à fait. Eh bien, du coup, Honoré se demande ce qu'est un ergothérapeute. Et à vrai dire, moi aussi, parce que je ne sais pas non plus. alors, j'ai peur de vous donner je vais vous donner une définition pas forcément très exacte, mais en fait, c'est ceux qui vous permettent, donc c'est des soignants qui vous réapprennent, souvent c'est pour les personnes handicapées ou qui ont, oui, des handicaps. En fait, c'est ceux qui vont vous donner plein de conseils pour vivre tous les jours. Je n'ai pas les bons termes, même moi, c'est très, très flou, je connais personne qui a fait ergothérapeute. Mais c'est un métier d'accompagnement de la vie quotidienne pour les handicapés. Et en fait, on ne s'imagine pas, mais quand on a un handicap, on a vraiment besoin de gens comme ça qui permettent d'adapter. Voilà, il y a des conseils, je pense, sur plein de domaines, nutrition, sur même aussi le sport. Enfin, voilà, et puis donc la vie de tous les jours au final. Oui, c'est ça, c'est la vie de tous les jours. C'est un accompagnement personnalisé de la vie de C'est tous les ça. jours pour des Pour personnes en situation de handicap. voilà, ou qui ont subi une grosse chirurgie ou des Mm. périodes de handicap temporaires, quoi. Ok. Voilà. Et puis Agathe, pour faire une petite aparté, Léa, c'est vraiment son rêve depuis toute petite de travailler dans la santé, Ah bah d'où trop bien. l'intérêt de ta présentation aujourd'hui. Ok, Voilà, super. Bon bah super, c'est génial. Donc il faut des gens passionnés. c'est ça. Voilà, donc voilà, et finalement je suis arrivée en pharma et j'ai adoré. Et en fait, aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer que quand on pense aux études de pharmacie, en fait, c'est vraiment des études qui vous permettent de faire de devenir en fait, comment dire, de faire plein de métiers différents. Il y a plein de filières, il n'y a pas qu'une seule filière parce qu'en général, quand on pense aux pharmaciens, on pense à celui qui travaille dans l'officine
donc l'officine, en fait, c'est la pharmacie de ville avec la croix verte où vous allez acheter, où vos parents vont acheter des médicaments. Mais en fait, il y a plein d'autres métiers et en général, c'est pas très connu parce que, en effet, c'est un peu le seul métier visible du pharmacien parce que au grand public. Voilà. Et donc, je vais vous remettre mon diapo. Tac. Et hop, voilà. Donc, je vais vous parler des études de pharmacie de manière générale. Donc, je vous disais qu'il y avait plusieurs débouchés. Donc, il y a l'officine, comme je viens de vous expliquer, qui est là. Donc, tout le monde a bien compris. L'officine, en fait, c'est la pharmacie voilà, comme disait Agathe, la pharmacie de ville, là où vos parents vont acheter leurs médicaments. Donc, la pharmacie qui est en bas de chez vous. Voilà. C'est juste que le nom un peu plus médical, c'est officine. C'est ça. Parce qu'en fait, sinon, comme c'est une filière à part entière, on ne pourrait pas dire on est en filière pharmacie. Enfin, ça ne marche pas. Voilà, donc officine. Ensuite, il y a aussi une filière qui s'appelle l'industrie. Et donc, moi, finalement, en travaillant dans le domaine de la recherche et du développement, je vais en fait être amenée aussi à travailler dans ce grand domaine qui s'appelle l'industrie du médicament. Donc, c'est vraiment très large. Et en fait, ça regroupe plusieurs phases d'étapes de la vie du médicament. Donc, je vous ai dit la recherche et développement. Mais il y a aussi la production des médicaments. Donc, si vous aimez, je sais pas si vous aimez les lignes de production, les chaînes de production, gérer, il y a tout un côté opération, voilà, bon, c'est de la production. Finalement, c'est quand même un produit qui est vendu à grande échelle, c'est une industrie. Voilà. Ensuite, il y a aussi la partie commercialisation. Vous allez pouvoir, là, ça sera plus des aptitudes de vente, de marketing. Mais à ce niveau-là, il faut quand même un pharmacien parce que le pharmacien, c'est l'expert du médicament. Et donc, ça permet vraiment de crédibiliser le laboratoire ou le produit qui est en train d'être vendu. Et enfin, il peut y avoir aussi un pharmacien qui va suivre les effets indésirables que les personnes déclarent après avoir pris un traitement. Donc, C'est-à-dire des effets indésirables. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails oui. là-dessus? Donc, par exemple, il y a des effets indésirables. Ça pourrait être... En fait, un effet indésirable, c'est un effet qu'on n'a pas... Donc, quand je vous expliquais, quand on développe un médicament, on va faire des tests. Et donc là, on va noter des choses. On va dire, on sait que tel médicament va provoquer tel effet. Mais un effet indésirable, c'est un effet qu'on n'avait pas forcément prévu parce que comme on fait des tests sur un nombre restreint de personnes et on ne fait pas des tests sur toute la population, forcément, il y aura des effets qu'on ne peut pas prévoir ou peut-être un petit peu, mais pas suffisamment. Et donc, en fait, ça, c'est quand il est mis en vente dans les pharmacies que là, sur un grand nombre de personnes, on va pouvoir noter des effets indésirables. Pas grave, hein, parfois, ça peut être pas grave du tout, et comme par exemple des tout petits boutons sur la peau, une réaction allergique, voilà, ou parfois grave. Et là, à ce moment-là, dans ces cas-là, on va retirer le médicament du marché si jamais il y a ces effets-là. Mais en général, tout est fait pour que les effets graves aient été notés avant, bien sûr, hein, la commercialisation du médicament pour pas que ce soit, pour pas que ça cause de tort au grand public. Bien sûr. Et du coup, on a donc Léa, notre future chirurgienne en herbe, qui se demande les options qu'il faut prendre en seconde pour faire médecine. En seconde, alors moi, je ne sais pas si je sais pas si on a encore les mêmes options, mais j'avais soit SES, soit les options en seconde. Qu'est-ce que tu avais pris comme option? Je faisais. Mais c'est quoi les options exactement qu'on peut prendre? Parce que pour moi, je sais qu'en première, on passe en filière S ou ES, L, etc. Mais en seconde, il y avait pas. Ça dépend peut-être des lycées. Mais moi, j'avais pas beaucoup de choix. J'avais le SES, donc c'était de l'économie, c'était juste pour avoir des petites bases. Et ensuite, on pouvait faire option histoire géo. Et j'avais faisait LV3 espagnol. D'accord. Rien à voir Non, avec c'est ça. simplement que maintenant, il n'y a plus de filière. Donc, du coup, on choisit des matières. Okay. Et en fait, je pense que Léa, du coup, pour répondre à ta question, à mon avis, il faut choisir principalement des matières scientifiques. Pas que, parce que toutes les matières sont intéressantes. Mais en effet, il faut quand même, dis-moi si je me trompe, du coup, Agathe, mais avoir une bonne base en mathématiques et en sciences. Oui, c'est ça.
Après, sincèrement, si t'aimes pas les maths, c'est pas très grave. Enfin, ce ne sont pas les mathématiques qui vont vraiment, je parle en termes de PACES, donc de première année de médecine et plus tard. C'est pas, si tu as beaucoup de mal en maths, c'est pas très grave. C'est plutôt, il faut que vraiment ça t'attire, que la SVT t'attire, que pour pharmacie, plutôt la chimie par exemple, t'attire. Voilà, c'est sûr qu'il faut avoir un esprit scientifique, mais bon, il n'y a pas forcément que les maths. Parce que moi, je sais très bien qu'on parlait beaucoup des maths quand j'étais au lycée, mais il y a des gens, bon, ils sont nuls en maths et ça fait des très bons médecins, ça change rien du tout. Donc, vous inquiétez pas. Voilà. Faut plus avoir un attrait, voilà, plus SVT, physique, chimie ou biologie, quoi, comment le corps humain fonctionne. Donc, très bien. Ah ben, on a une autre question de Honoré. Oui. Plus propre à ton parcours, il se demande en quoi, mais Honoré, je pense que Agathe va répondre incessamment sous peu. En fait, il se demande en quoi le diplôme d'ingénieur, ça te sert en service recherche et développement. Ok, alors je peux répondre tout de suite. En fait, finalement, c'est que du plus, en fait. Le diplôme d'ingénieur, c'était vraiment pour avoir une ouverture d'esprit et surtout apprendre à gérer des projets. Parce qu'en fait, en école, donc, à la faculté de pharmacie, il y a très peu de projets. C'est beaucoup de connaissances, on apprend beaucoup de choses, donc c'est très intéressant. Hein. Mais finalement, en fait, dans la pratique, quand on travaille, on est amené à travailler avec d'autres personnes, en équipe, etc. Et le côté ingénieur, en fait, c'est vraiment ça c'est le côté gestion de projet qui apporte un plus. Et le fait de faire une formation différente, en fait, avec des gens différents qui fonctionnent différemment, parce que en école d'ingénieur, les élèves ont fait une classe préparatoire, donc ils n'ont pas vraiment le même fonctionnement, ils n'ont pas fait la première année la PACES. Et en fait, c'était vraiment que du plus, parce qu'au final, il y a aussi une filière recherche qui existe dans les études de pharmacie. Et j'aurais aussi pu faire recherche ou même industrie. En fait, c'est très large. Comme je vous dis, vous choisissez des filières, mais vous pouvez quand même vraiment passer de l'une à l'autre. C'est vraiment hyper intéressant. Et quand vous choisissez pharmacie, ça ne vous ferme aucune porte. Bon, ça vous enferme forcément, mais vraiment, dès la deuxième année, vous avez le choix. Et c'est ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que il y a d'autres filières, si vous choisissez dentaire, c'est quand même très spécialisé, quoi. C'est les dents, la bouche, voilà. Alors que nous, on peut faire plein de choses différentes. Donc voilà, pour répondre à ta question, Honoré, c'est vraiment que du plus. C'était pas du tout nécessaire, mais j'ai eu l'opportunité et donc je l'ai saisie. Et voilà, donc c'était plus et aussi par curiosité, finalement. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cette réponse, Agathe. Je t'en prie. Donc, je vais me remettre sur mon diapo. Ça marche. Tac. Donc, juste pour vous détailler, voilà. Et il manque aussi une filière, c'est la filière internat. Là. Alors, internat, en fait, on l'appelle comme ça parce que cette filière, en fait, il y a un concours à passer pour rentrer dans cette filière. Et c'est comme le concours de l'internat de médecine, quand on y pense. Sauf qu'en fait, l'internat de médecine, tous les étudiants en médecine doivent le passer, tandis que le concours de l'internat, c'est seulement ceux qui désirent travailler à l'hôpital. Donc, c'est pour les pharmaciens, c'est pour ceux qui veulent travailler à l'hôpital, hein, qui doivent le passer. Et en fait, pharmacie, je ne vous ai pas dit, mais c'est bac plus 6 au minimum, d'accord ? Et en fait, quand on choisit la filière de l'internat et qu'on est admis au concours, ça rajoute 3 ans de plus. Donc, c'est 9 ans. Mais vous avez aussi un statut particulier d'interne, payé à l'hôpital. Donc, vous avez quand même un salaire au bout des 6 ans parce que 9 ans d'études, voilà, il y a un moment, il faut un peu gagner sa vie, sinon c'est un peu compliqué. C'est-à-dire interne, du coup. Ce que c'est interne, ça veut dire que tu travailles à l'hôpital? Oui, c'est ça. En fait, interne à l'hôpital, c'est ça. En fait, c'est des stages, on appelle ça des stages, mais c'est plutôt des formations spécialisantes à l'hôpital. Et en fait, tu n'es pas encore diplômé, tu n'es pas encore pharmacien. Mais par contre, tu as un statut, donc tu es quand même t'as des bonnes connaissances, tu as quand même des responsabilités, voilà, et tu travailles à l'hôpital, effectivement. Donc en fait, en faisant pharmacien, les études de pharmacie, vous pouvez travailler à l'hôpital. Parce qu'en plus, il y a toujours une pharmacie à l'hôpital. Donc, il y a besoin de pharmaciens. Et aussi, il y a des besoins de pharmaciens pour, ne serait-ce que pour toute la sécurité du médicament à l'hôpital et vérifier les posologies sur les ordonnances. C'est quoi une posologie? Une posologie, c'est
En fait, c'est la dose du médicament que vous allez prendre et la fréquence. Donc, j'explique. Si vous prenez du paracétamol, on ne peut pas tous prendre 1 gramme de paracétamol. C'est en fonction du poids. Donc, quand vous faites moins de 50 kg, il faut prendre 500 mg. Et on ne peut pas en prendre toutes les heures. Voilà, on peut en prendre toutes les 4 heures. Voilà. Et donc ça, c'est la posologie. Ça sera par exemple 500 mg toutes les 4 heures. Voilà. Et donc en fait, il faut vraiment vérifier que la posologie est adaptée à la personne, à son poids, à son âge. Les enfants, les bébés, c'est pas du tout les mêmes posologies. Les personnes âgées non plus, à un certain âge, des choses comme ça. Donc ça, c'est... Donc, en fait, c'est ce qui est indiqué sur une ordonnance de médicaments, c'est ce qui est indiqué en dessous par le médecin. Exactement, voilà. C'est les petites indications quand on est malade, de savoir quand prendre le médicament, à quelle fréquence. Oui, exactement, c'est ça. Et voilà, et même à l'officine, le pharmacien doit vérifier que la posologie est adaptée à votre âge, au poids par exemple, ou des choses comme ça. D'accord. Ah, donc il y a une double vérification de la part du médecin qui prescrit et de la part du pharmacien qui reçoit l'ordonnance. Oui, effectivement. Okay. Moi, j'ai déjà travaillé à l'officine et j'ai déjà dû appeler le médecin pour lui demander, pour lui dire qu'il y avait une erreur de posologie. Parce que souvent, en fait, souvent la posologie change pour les enfants. Donc, on fait vraiment en fonction du poids. Et en fait, le pharmacien, quand il délivre les médicaments, c'est vraiment sa responsabilité. Donc, s'il n'a pas vérifié avant, c'est lui qui sera responsable, en fait. Donc, faut pas le prendre à la légère, voilà. Donc, effectivement, il y a une double vérification. Et D'accord. tant mieux. Tant Bon mieux à comme savoir. Ouais. ça. Ouais. Voilà. Et donc effectivement, voilà. Donc là, c'était les filières. Donc, officine, industrie, internat. Et il y a pharmacien-ingénieur. Donc, c'est ce que je suis en train de finir. Et à Lyon aussi, il y a un double diplôme pharmacien-entrepreneur. Bon, c'est aussi c'est particulier. C'est un double diplôme avec l'école l'UM Lyon, l'école de management de Lyon. Et c'est plus pour avoir des profils, travailler dans, comment expliquer, dans les nouvelles technologies un peu associées aux médicaments, ou enfin, créer des startups sur des médicaments. C'est plus avoir un avis économique un peu de l'économie de la santé sur les nouveaux médicaments. C'est un peu particulier, hein. Mais en fait, il y a, je pense qu'il y a une vingtaine de personnes qui sortent de ce double diplôme pharmacien entrepreneur, et en fait, ils font tous des choses différentes. Alors, c'est pour ça, je ne peux pas vous dire vraiment exactement, voilà, mais des métiers types, ça sera, je ne sais pas, conseiller pour une start-up, voilà, et en fait, sur un médicament, le produit, c'est médicament, et donc, en fait, ils ont, comme le pharmacien, il est expert, il a un avis, il peut, voilà, conseiller. D'accord. Voilà. Tu peux nous rappeler un peu ce que c'est du coup entrepreneur pour qu'on comprenne bien le lien entre la santé et l'entrepreneuriat? Entrepreneur, c'est celui, je ne saurais même pas vraiment exactement bien l'expliquer, mais c'est la personne qui va créer. C'est une création d'une nouvelle entreprise. Donc, en fait, la personne va être à son compte et va créer sa propre entreprise. Et voilà, donc souvent dans le cadre de start-up. Donc, c'est création d'une toute petite entreprise qui va peut-être se développer à une grande entreprise ou bien marcher. Là, il faut avoir donc on a un statut d'entrepreneur, voilà. Et donc, c'est cette, comment dire, cette spécificité qu'ajoute le double diplôme pharmacien entrepreneur. Voilà. D'accord, ok. Très intéressant. Oui, donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup de portes qui s'ouvrent après cette PACES quand on se spécialise en bac+5, quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, donc sur ce schéma, en fait, on voit bien qu'il y a un tronc commun. Enfin, je vous l'explique plutôt. Il y a un tronc commun de 4 ans avec la PACES inclus dedans, donc bac+4. Je vous ai mis des exemples de noms de matières. Donc, par exemple, pendant 4 ans, on va étudier, 3 ans en plus de la PACES, l'immunologie, donc c'est l'étude du système immunitaire, donc les anticorps par exemple. Et le système immunitaire, c'est toutes les cellules de ton corps qui vont être, dont le rôle est de combattre les agents étrangers, donc les virus, les bactéries, etc. Et donc, par exemple, voilà, le système immunitaire, il va développer des anticorps contre un virus, contre une maladie, etc. Voilà. Et donc aussi, on a de la chimie organique. Alors, je pense que pour vous, pour certains, ça doit leur parler, parce moi, j'en ai eu au lycée, et même sûrement peut-être au collège. Je ne me souviens plus, ça commence à dater un peu. Mais voilà, on fait beaucoup de chimie organique parce que c'est comment sont
assembler les molécules parce qu'on a besoin de comprendre la structure pour comprendre après l'effet, en fait, la cible. Voilà. Et donc, 4 ans de tronc commun. Et ensuite, il y a 2 ans de spécialisation. Et moi, ma spécialisation, c'était ingénieur. Mais pour préparer cette spécialisation, dans l'école d'ingénieur, en fait, pendant 4 ans, j'ai quand même eu des cours en amont reliés aux sciences de l'ingénieur pour pouvoir être prête. Parce qu'en fait, sinon, je ne pouvais pas quand même débarquer comme ça dans une école d'ingénieur sans avoir eu des cours avant. J'allais être un peu perdue, c'est sûr. Et Agathe, juste peut-être avant que tu enchaînes sur ta spécialisation, Honoré nous demande du coup si les cellules immunitaires produisent des anticorps. Oui, mais ce n'est pas toutes les cellules, mais oui, c'est ça. Les cellules immunitaires produisent des anticorps, c'est ça, exactement. Super, merci pour Honoré. Donc voilà, et donc j'ai suivi des matières de sciences de l'ingénieur, donc c'est par exemple des mathématiques, la physique. J'ai appris à programmer aussi, ce qui vraiment s'éloigne de la pharmacie finalement. Ouais, donc c'était intéressant. Et là, on a fait un projet ingénieur, un projet créatif. Et justement, mon projet, c'était de réaliser une vidéo, on était 5, sur ma filière-là, sur la filière pharmacie-ingénieur. Et donc, Charlotte et Clara vous mettront le lien de la vidéo. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, si vous êtes intéressés, elle est assez complète parce qu'elle vous présente toutes les études, mais aussi, à la fin, on a interviewé des anciens élèves qui travaillent depuis 10, 15 ans, 20 ans. Et donc, en fait, on peut vraiment connaître les métiers qui sont possibles et les débouchés. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Donc, vous aurez le lien. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les études de pharmacie. Donc, il faut vraiment comprendre qu'en pharmacie, on nous donne toutes les clés pour apprendre, en fait, vraiment à connaître le médicament. Parce qu'en fait, il faut connaître comment il va être... quels effets il aura dans l'organisme et connaître aussi comment il va agir. Donc, en fait, finalement, on connaît le corps humain, on connaît très bien plein de mécanismes du corps humain. Donc, on a des cours là-dessus. On a aussi des cours sur diverses maladies. Donc, je vous dis ça parce que souvent, on ne s'imagine pas, mais moi, j'ai appris plein de choses sur plein de maladies, des symptômes, les signes cliniques, la cause, voilà, si ça touchait plus les hommes, les femmes, etc. Après, donc là, ça se recoupe un peu avec les études de médecine. Donc moi, je comparais avec des amis qui étaient en médecine. On avait à peu près les mêmes cours au début, hein, bien sûr. Mais eux, ils avaient vraiment une partie diagnostique qui était très, très, très développée parce que nous, on n'ausculte pas. L'auscultation, c'est quand quand vous allez chez le médecin, il va regarder, il va écouter votre cœur, il va toucher votre ventre, etc. Et nous, on ne peut pas faire ça, on ne fait pas ça. Mais par contre, on a quand même des bonnes bases qui nous permettent de connaître vraiment plein de choses sur le corps humain. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, Agathe, on a aussi Honoré qui, pour bien comprendre l'objet de ton projet vidéo, te demande si, en résumé, cette vidéo permettait de comprendre ton travail et ce qui t'attend par la suite. Alors, cette vidéo permettra de comprendre les débouchés possibles suite à ma formation de pharmacienne ingénieure. Mais par contre, je ne crois pas qu'il y ait spécifiquement quelqu'un qui parle de mon travail, c'est-à-dire de travailler dans un laboratoire de recherche. Parce que je pense qu'on n'avait interviewé personne sur ce sujet-là. Et en fait, c'est pour vous montrer qu'on peut faire tellement de choses que finalement, il y a plein d'exemples différents. Donc, mon travail à moi, pour mieux le comprendre, je pense que tu peux regarder des vidéos sur la recherche en laboratoire, donc la recherche en fait sur des cellules. Moi, je vais vraiment faire des tests sur des cellules humaines pour mieux comprendre en fait comment se développe le cancer. Et voilà. Donc là, tu pourras regarder, je pense, plutôt des vidéos. Voilà. Mais là, ça va vraiment te permettre de connaître les débouchés. Pas spécifiquement ce que je vais faire moi plus tard. Mais il y a des exemples. D'avoir une vision un peu globale. C'est ça. Voilà. Et Léa se demandait si, en plus de tes cours en PACES, c'était nécessaire de prendre des cours un petit peu particuliers pour comprendre davantage et être un peu plus à jour sur les cours. Pour la PACES, oui. Oui. Alors,
Oui, je vois. Ah oui, l'écurie. Je vois la conversation. En fait, les écuries, moi, à Lyon, on appelle ça les boîtes à colle. En fait, c'est des. Effectivement, Léa, moi, je suis passée par une boîte à colle, donc, qui me permettait d'avoir un endroit pour travailler. Parce qu'en plus, ma bibliothèque universitaire était en travaux pendant mes 2 années de PACES, donc j'ai pas eu beaucoup de chance. Donc, il me fallait un endroit où travailler. Et on avait aussi la possibilité d'avoir des cours en plus. Mais moi, je n'avais pas choisi des cours en plus. J'avais choisi en fait d'avoir les polycopiés de cours, c'est-à-dire les cours retranscrits bah, par ordinateur. Donc, on avait voilà, des cours papier. Mais par contre, je n'avais pas de cours en plus. Voilà. Mais après, sincèrement, je pense que tu n'en as pas besoin. Surtout que, en fait, de plus en plus, donc ces boîtes à colle, en fait, permettent d'avoir un espèce de travail. Bon, il y en a tu peux aussi travailler à la bibliothèque universitaire, c'est très bien. Et d'avoir les polycopiés. Pardon. Mais en fait, de plus en plus, il y a un organisme qui s'appelle le tutorat pour tutoriser, pour vous aider. Et ça, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer en plus. Vous payez juste l'impression des polycopiés. Et en général, enfin moi à Lyon en tout cas, le tutorat est très développé et ils font des choses vraiment, vraiment chouettes. Et vous accompagnent toute l'année avec des concours blancs, des exercices et des colles. Donc une colle, c'est en fait c'est une mise en condition de l'examen, mais sur un chapitre particulier tout au long de l'année pour vous aider à vraiment apprendre de manière continue petit à petit les cours. Et c'est des entraînements en fait. Donc on appelle ça des colles. C'est pour ça que nous, en tout cas à Lyon, on dit que c'est des boîtes à colles. Voilà. Donc je pense que le tutorat en général sont très très bien. Et du coup, Agathe, il y a des tutorats dans toutes les facs de médecine? Ben, je pense qu'a priori, oui. Après, il y a peut-être des tutorats qui sont moins développés dans certaines villes que dans d'autres. Mais normalement, chaque faculté a son propre tutorat. Mais il y a 15 ans, ce n'était pas forcément le cas. Mais là, de plus en plus, pour éviter justement, pour que tout le monde ait accès en fait à tous ces polycopiés, qui sont en plus rédigés par des élèves qui ont réussi la PACES. Voilà. En plus, ils vous donnent des conseils pour vous organiser, etc. C'est vraiment bien. Et c'est pour éviter les écarts qu'il peut y avoir avec, à l'époque, moi, comme il fallait quand même payer pour avoir une boîte à colle, bah, on ne peut pas forcément tous payer, voilà, c'est normal. Et donc là, c'était un service, les étudiants sont bénévoles, ils le font voilà, pour aider les autres. Et voilà. Donc, normalement, se renseigner dans la ville où tu es, mais il devrait y en avoir un. Ok, super. Bah, Léa te remercie et avait entendu parler du tutorat à Marseille, mais n'avait pas forcément eu des bons échos, donc c'est pour ça, je Ah oui. pense, la question pour les écuries. Sinon, tu peux regarder juste leur page Facebook. Si tu essaies de trouver un peu, tu tapes tutorat Marseille ou avec le nom de la faculté de Marseille et tu regardes s'ils sont actifs parce que c'est une page, je ne crois pas que ce soit une page privée. Donc, bon, bah, tu peux te renseigner comme ça. Je pense que c'est un bon moyen d'avoir voilà, une vision un peu de leurs activités. Voilà. Super. Merci beaucoup, Agathe. Pas de souci. Et donc voilà, c'était pour vous parler de vraiment la partie pharma. Moi, j'ai adoré mes 4 années de pharma. Et ensuite, au bout de ces 4 années, j'ai intégré donc une école d'ingénieur qui s'appelle l'école des mines de Saint-Étienne. Je vais vous Hop, tac. Et donc, j'ai intégré cette école. C'est une école en fait qui propose une formation d'ingénieur généraliste. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on choisit tous nos cours, enfin, quasiment tous. Et donc, moi, j'ai pu choisir des cours orientés vers la santé. Et j'ai notamment choisi l'option ingénierie biomédicale. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, les ingénieurs biomédicaux, c'est ceux qui vont, grosso modo, aider à concevoir des produits à destination de la santé. Donc, par exemple, c'est ceux qui vont concevoir des prothèses, voilà, des lentilles de contact, plein de choses comme ça. Et donc, il y a forcément besoin d'ingénieurs. Et même, par exemple, ceux qui vont aussi concevoir les machines de diagnostic, les IRM, les scanners, les choses comme ça. Voilà, donc c'est assez intéressant. Agathe, oui, je suis désolée, j'ai eu une petite coupure d'électricité, donc je suis de retour. Ok, parfait. Pas de souci, je me demandais. Mais hop, moi j'ai eu un petit.
Donc j'en étais où? Oui, donc ma formation à ingénierie biomédicale. Et en fait, l'avantage, c'était qu'à Saint-Étienne, dans cette école, cette formation se déroulait, tout était en anglais. Et je pense que vous en avez entendu parler, enfin, on vous dit de plus en plus que l'anglais, ça devient un peu primordial pour enfin, dans plus en plus de domaines. Alors, bien sûr, il y a des domaines où il n'y a pas besoin de parler anglais, mais dans le domaine de la santé, c'est vrai qu'il faut savoir parler anglais ou au moins lire l'anglais, comprendre l'anglais, parce qu'en fait, toutes les revues scientifiques, donc une revue, c'est un journal en fait dans lequel on va publier une étude, par exemple, ou des articles sur l'évolution et sur l'état actuel des connaissances en médecine ou voilà, dans les domaines. Donc, par exemple, c'est très important de se tenir au courant de l'évolution, voilà, des nouvelles, par exemple, l'arrivée d'un nouveau médicament ou des tests sur un médicament ou l'arrivée, je ne sais pas, il y a un nouveau des nouvelles recommandations pour une maladie. Enfin, il y a plein de choses et souvent, c'est en anglais. Donc, voilà, je vous conseille d'essayer de vous entraîner et d'avoir vraiment cette idée en tête qu'il faut connaître, voilà, faut savoir parler anglais. Après, vous inquiétez pas, moi, j'étais pas forcément très forte en anglais au lycée, mais après, en fait, pendant les études, ça se développe et c'est surtout en pratiquant que voilà, on développe l'anglais. Donc, vous inquiétez pas. Et j'ai réussi à suivre des cours en anglais sans problème, donc on y arrive. Voilà. Et donc pendant ces Pour cours, le vocabulaire, du coup, médical en anglais, c'était compliqué d'apprendre les mots importants du secteur. Au début, il faut les apprendre, c'est sûr. Mais finalement, je trouve que l'anglais, c'est quand même moins compliqué que le français parfois pour des mots. Donc, je sais pas, mais ça revenait souvent. Et non, finalement, après, vous vous habituez. Et en fait, dès que vous avez le vocabulaire technique bah, dans votre domaine, donc le vocabulaire technique, c'est-à-dire vraiment comment on dit, je sais pas, telle maladie en anglais ou une cellule en anglais. Voilà. Après, ça va beaucoup mieux. Donc oui, par contre, il faut l'apprendre, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, vous avez toujours les dictionnaires pour vous aider, hein, pas de souci. Donc, voilà. Et Honoré demande s'il n'y a pas certains noms de médicaments qui sont en latin. Alors, en fait, pour les je vais me mettre comme ça. Pour les médicaments, pas les noms de médicaments, mais les noms des plantes. Parce qu'en fait, on apprend aussi des plantes en pharmacie. J'ai dû apprendre enfin, on a des bases en botanique, ça s'appelle. Et non, les noms de médicaments ne sont pas en latin, mais en fait, ils sont pas en latin, ils sont en français. En fait, même ça s'appelle la dénomination commune internationale, pour qu'en fait, si jamais vous êtes malade dans un autre pays, en dehors de la France, vous tombez malade et vous avez besoin du paracétamol, il faut que là-bas, on comprenne que vous avez besoin de ce médicament-là. Donc, en fait, il faut que le nom de la molécule soit qui a un nom, en fait, un terme international. Voilà. Et les noms latins, c'est plus pour les plantes. Par exemple, je sais pas, le marronnier, voilà. Il y a le marronnier, c'est le nom français qu'on donne. Et en dessous, il y a le nom latin avec le genre et l'espèce. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour connaître ça permet de classer, en fait, les espèces, mais pas les médicaments. Non. Voilà. Et Honoré demande du coup si ça s'appelle l'aromatologie. Alors, l'aromatologie, je pense que tu parles des huiles essentielles. Et en fait, les huiles essentielles, effectivement, elles sont produites à partir de plantes. Donc, il y a un nom latin qui est rattaché à ce produit-là. Mais par contre, sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de nom latin. Donc oui, effectivement, pour l'aromatologie, c'est ça. Et la phytothérapie aussi, voilà. C'était ça. Tu t'y connais bien, Honoré? C'est bien. Donc, Honoré de tous les métiers, le début est très assidu Charlotte, on ne t'a pas bien entendu. live. Mais Charlotte, non, je disais que Honoré est du au live, donc c'est devenu un spécialiste de tous les métiers. Bah oui. Et je vois qu'il a demandé, c'est un grossiste, non? C'est ça, je vois là. Le grossiste, c'est celui qui distribue les médicaments aux pharmacies. Ça peut Il achète en fait en gros au laboratoire et en fait il va redistribuer aux pharmacies.
Voilà. Parce qu'en fait, dans une pharmacie, on n'a pas un stock. Il y a un stock, mais on ne peut pas non plus avoir un stock pour 3 mois. Donc, en fait, il y a des commandes qui se font tous les jours, 2 fois par jour. On commande des médicaments aux grossistes. Voilà. D'accord. Donc, je continue. Donc, j'étais toujours sur les études d'ingénieur. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, j'avais aussi des cours de traitement d'image médicale. Donc, là, c'est de la programmation. Et c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais c'est pour traiter des images par exemple, si on vous fait un scanner du cerveau, c'est pour essayer de voir si mieux traiter les images pour mieux les comprendre, parce que souvent les images elles sont très brutes et on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Et, par exemple, pour détecter une tumeur au cerveau, en fait, on va utiliser un traitement d'image qui va permettre de dire la tumeur au cerveau, elle est ronde et elle est là sur l'image. Voilà. Et pour finir avec mes études, mes 2 ans passés à l'école des mines de Saint-Étienne, donc le plus en fait de l'école d'ingénieur par rapport à une filière industrie en pharmacie. Donc, comme je vous ai dit, c'était l'ouverture d'esprit, la gestion de projet. Ensuite, j'ai aussi des cours de management. Donc, j'ai eu des cours pour apprendre à gérer des équipes, à gérer des moyens pour atteindre des objectifs. Donc, voilà, c'est des cours qu'en fait, on n'a pas du tout en pharmacie, parce qu'en pharmacie, c'est très scientifique et il n'y a pas ce côté, il n'y a pas trop de cours sur l'économie en général ou sur la vie au travail, les relations entre les autres au travail, entre l'équipe, la hiérarchie, toutes ces petites notions que je trouve qui sont très importantes à avoir quand on commence à travailler dans le monde du travail pour gagner en crédibilité et pour être plus à l'aise. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des études scientifiques et c'est très intéressant d'être expert dans son médicament, mais il faut aussi pouvoir tout partager, communiquer avec d'autres personnes qui sont beaucoup moins experts que vous, et donc il faut aussi savoir avoir des connaissances là-dedans. Donc ça, c'était vraiment un plus. Et enfin, en fait, on développe beaucoup plus de compétences comparé à la faculté de pharmacie. Donc en fait, on vous apprend vraiment à... si vous ne savez pas, c'est pas grave, mais par contre, vous savez où chercher. En fait, on vous apprend à vous adapter, à avoir les bons réflexes, à savoir chercher une information vite et efficacement. Alors qu'en pharmacie, mais c'est sûr qu'en pharmacie, il faut connaître plein de choses pour connaître les médicaments. Hein. Donc, il faut apprendre des choses. Mais on vous apprend surtout à apprendre, en fait. Voilà. Pas forcément à avoir des compétences comme celles que je viens de vous expliquer. Voilà. Peut-être que les compétences, du coup, c'est par le biais de tes stages que tu arrives à les développer. Oui, c'est ça, plus par le biais des stages, effectivement. Mais, en fait, la pratique te permet de développer des compétences en plus des connaissances théoriques que tu auras appris au cours de tes études. C'est ça. Et oui, je ne l'ai pas dit, mais en pharmacie, on fait beaucoup de travaux pratiques. C'est vraiment un point, j'ai oublié de vous le dire juste avant. Les travaux pratiques, c'était vraiment génial et on en a très souvent. Donc là aussi, on met en pratique, du coup, on applique ce qu'on apprend. Mais en fait, dans cette phrase-là, par rapport à l'école d'ingénieur, je voulais vraiment expliquer qu'en école d'ingénieur, on vous apprend à vous débrouiller un peu. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est aussi bien d'avoir les deux. Voilà. Okay. Et enfin, je voulais vous présenter mon parcours donc, de double diplôme pharmacien-ingénieur. Donc, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait 4 ans de pharmacie à Lyon, au tronc commun. Mmh. Ensuite, 2 ans d'école d'ingénieur, donc c'est ma spécialisation. Et en fait, pendant les études de pharmacie, il y a des stages à l'officine qui sont obligatoires. Et il y en a un après la première année, après la PACES, de 1 mois et demi, à faire soit on peut tout faire d'un coup, donc c'est à faire pendant l'été, soit on fait les 6 semaines d'un coup, soit on fait 3 semaines un été et 3 semaines l'été d'après. Voilà. Et aussi, on a une semaine de stage à l'officine en 3e année et une semaine encore en 4e année. Voilà. Et donc ça, c'est pour les stages en officine. Ensuite, on a des stages à l'hôpital à faire. Et c'est des stages de 6 mois. Donc moi, en fait, dans le cadre de mon double diplôme pharmacien-ingénieur, je les ai fait, j'ai coupé les 6 mois en deux. Et j'en ai fait la première partie
l'été, il y a 2 ans, et la dernière partie, l'été dernier. Et donc, moi, j'ai pu... en fait, on dit qu'on est externe en pharmacie. Voilà. Tout à l'heure, on avait interne. Là, c'est qu'on est externe. Ça veut dire qu'on travaille, mais... En fait, c'est des statuts un peu particuliers, mais ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités, pas du tout autant qu'un interne. Voilà. C'est un peu l'évolution. On est externe, ensuite on devient interne. Voilà, moi, je ne serai jamais interne parce que je n'ai pas passé le concours d'internat. Voilà. Mais on est obligé de passer à l'hôpital. On est obligé de faire ces 6 mois de stage à l'hôpital parce que c'est dans la formation. Et surtout, j'ai pu faire mes 3 mois de stage l'été dernier au Maroc, à Rabat. Et donc, c'était vraiment intéressant parce que ça m'a donné une expérience professionnelle à l'étranger. Et sincèrement, si vous avez l'occasion, la possibilité de pouvoir partir à l'étranger, essayez et saisissez l'opportunité. Parce que vraiment, c'est vraiment chouette et vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses sur vous-même, sur aussi comment votre métier se déroule dans un pays étranger. Moi, c'était un pays non européen, parce qu'en fait, il y a des règles, une réglementation à l'échelle européenne. Mais par contre, moi, je connaissais très peu, enfin quasiment pas, en fait, la réglementation au Maroc et comment ça se passe à l'hôpital là-bas. Et voilà, donc c'est très intéressant. J'étais à la pharmacie de l'hôpital à Rabat. Voilà. Et aussi, un avantage pendant les études de pharmacie, c'est qu'on a la possibilité de travailler en officine dès la 3e année. Donc, je vais repasser comme ça. En fait, moi, j'ai pu travailler pendant 1 an et demi dans une pharmacie. Et c'est vraiment génial parce que déjà, ça vous permet d'avoir un peu votre autonomie financière. Donc, moi, ça me faisait un peu d'argent pour moi. Et en plus, ça vous permet de mettre en pratique tout ce que vous apprenez. Voilà, vous mettez en pratique et vous retenez, mais 100 fois plus rapidement. C'est génial. Et oui, alors en 3e année, vous ne connaissez pas grand-chose. Vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Mais vous êtes à l'officine et vous pouvez servir, c'est-à-dire être au comptoir et délivrer une ordonnance. Donc, délivrer une ordonnance, ça veut dire vous lisez l'ordonnance et après, vous allez donner les médicaments qui sont inscrits sur l'ordonnance. Mais bien sûr, vous le faites avec l'aide et surtout après vérification d'un pharmacien. C'est pas... Vous ne pouvez pas non plus le faire tout seul. Vous n'êtes pas du tout assez connaisseur et vous êtes trop peu spécialisé pour le faire tout seul. Voilà, et donc moi, je l'ai fait pendant 1 an et demi et au début, on est payé au SMIC, mais au bout de 350 heures, donc ça peut aller assez vite quand on travaille l'été, et ben on gagne 10 euros net de l'heure. Donc en fait, comme job étudiant, c'est très intéressant au final parce qu'on travaille en appliquant ce qu'on a appris, donc on s'améliore dans notre métier et en plus on gagne de l'argent pour nous. Donc ça fait une expérience en plus, c'est vraiment super. Voilà. S'agissant de partir à l'étranger, Léa nous écrit justement qu'elle aimerait bien partir faire des missions humanitaires à l'étranger de 3 à 6 mois. Est-ce que ça, par exemple, c'est possible de remplacer un stage par une mission humanitaire à l'étranger ou c'est quelque chose que Léa pourra faire en plus? Je pense que tu peux soit faire une césure ou soit faire un stage à l'étranger, mais à l'hôpital aussi. Mais une mission humanitaire qui s'éloigne de la médecine, par exemple, si tu veux faire la médecine du coup, où ça sera compliqué. Donc, avoir aussi la mission humanitaire voilà, derrière. Si c'est travailler à l'hôpital, tu peux très bien trouver un hôpital qui t'accueille et après le demander en tant que stage et le faire passer comme stage. Voilà. Je pense que c'est possible. Et sinon, demander une année de césure. La faculté accepte de plus en Tu plus peux les nous césures. redire un peu ce que c'est? Une année de césure? Oui. Oui. Une année de césure, c'est une année en fait c'est une année qu'on prend en fait pendant ces années d'études. C'est une année où on ne va pas aller à la faculté, on va faire autre chose, on va se dédier à un autre projet. On met un peu en arrêt nos études, mais pendant une année. Et ensuite, à la fin de l'année, on va pouvoir reprendre nos études là où on les a laissées. Donc, imaginons, je m'arrête en 3e année et je veux faire une année de césure entre la 3e et la 4e année. Je pars après à la fin de la 3e. 1 an se passe et quand je reviens, je peux reprendre mes études en 4e année. Voilà, je n'ai pas redoublé, il n'y a pas de problème. Il faut simplement, déjà, si tu as envie d'en faire une, il faut faut avoir un projet en fait. Parce qu'on ne peut pas dire non, je prends 1 an pour moi et pour rien faire, etc. Il faut qu'il y ait un projet derrière et Bien qui sûr. soit justifié. Et s'il est justifié, normalement, ça va être validé. Donc, voilà.
Ok, super. Bah, merci beaucoup, Agathe. Je pense qu'on va enchaîner sur le reste. Donc, le dernier, la dernière slide concernant les préjugés qu'il peut y avoir sur ta profession. Oui. Pour que tu nous Voilà. expliques un petit peu ce en quoi, enfin, les attentes qu'on pourra avoir ou alors les idées préconçues sur le métier. Oui, alors le premier préjugé qui m'est venu, en fait, c'est que les pharmaciens, ce sont que des épiciers et qui vendent des médicaments et ils veulent se faire un business, ils veulent à tout prix nous vendre tout ce qu'il y a dans la pharmacie dès qu'on y va. Mm. Alors, donc ça, c'est faux. Enfin, on ne va pas vendre des médicaments si ce n'est pas nécessaire. Et ce n'est pas un business. En fait, c'est vrai que oui, c'est un commerce, l'officine, parce qu'on a des gens qui viennent acheter et on a un local, on a un loyer à payer, etc. Mais par contre, c'est pas un commerce comme les autres, c'est un commerce particulier. Et donc, en fait, ils vendent pas, enfin, on vend pas que des médicaments parce que on va associer un conseil, on va connaître les gens qui viennent, parce que c'est des gens qui viennent régulièrement. Donc, si on a une personne âgée qui vient tous les 3 mois pour son ordonnance, on va la connaître très bien. À force, on va connaître même sa famille. Voilà, on va pouvoir la conseiller, on va lui dire si elle ne se sent pas bien, elle va venir nous voir, on va l'aider. C'est pas du tout comme un commerce classique où vous achetez, je sais pas, votre baguette de pain, vous dites bonjour et vous repartez, c'est fini. Non, Mm. il y a tout ça derrière. Et oui, par contre, effectivement, c'est le pharmacien qui les vend les médicaments parce que c'est lui qui est garant de la sécurité du médicament. Et donc, comme j'expliquais avant, quand il y a une ordonnance, c'est lui qui l'a vérifiée. Il y a une double vérification. Et cette vérification, elle est vraiment essentielle parce que, bah, comme tout homme, le médecin peut se tromper en écrivant l'ordonnance. Et donc, nous, on doit vérifier que tout est juste voilà, et que la sécurité est respectée. Donc oui, ce ne sont pas, les pharmaciens d'officine ne sont pas que des épiciers. Non, Très il y a bien. beaucoup de choses derrière. Et donc justement aussi, il y a que pharmacie en officine? Et bah, comme je vous ai expliqué, il y a tellement de filières différentes que non. C'est vrai que c'est le seul métier qu'on connaît quand on n'est pas dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, c'est le seul métier qui est visible au grand public. Et voilà, et c'est comme ça, on se dit, bon, il n'y a que l'officine. Alors que pas du tout, on peut faire tellement de choses. Et donc vraiment, n'oubliez pas, voilà, en faisant des études de pharmacie, on peut faire vraiment des choses différentes qui s'éloignent de l'officine. Parce que moi, j'ai des amis qui n'aiment pas du tout travailler à l'officine, mais qui sont très heureux dans ce qu'ils font maintenant parce qu'ils font des choses totalement différentes, mais toujours autour du médicament. Voilà. Et de la santé. Et, euh, et enfin, les études de santé pardon, accessibles, oui, bah, elles le sont. C'est sûr que c'est difficile, ça reste un concours, mais c'est faisable. Là, j'ai vu, j'ai vu que dans la France, donc, il y a un numerus clausus, si j'ai bien expliqué tout à l'heure, mais il y a un nombre de places limité en fait. Voilà, on ne peut pas tous passer dans toutes les filières de santé. Et donc, il y a un numerus clausus, c'est un nombre limité hein, qui est défini chaque année en France. Et par exemple, en pharmacie, il va y avoir 3200 étudiants et quelques hein, qui vont pouvoir être admis en deuxième année de pharmacie. Et ça, en fait, bah, c'est pour vous montrer que c'est faisable. Enfin, 3200, ça peut très bien être vous. Faut juste se motiver. Moi, j'ai réussi à faire pharmacie. À Lyon, on est 250 en pharmacie. Donc 250 tous les ans, ça fait déjà beaucoup d'étudiants qui sortent de faculté. Et rien qu'à Lyon, il y a 24 facultés de pharmacie en France. Donc, oui, c'est sûr qu'il faut être motivé. Il faut aimer ce que vous faites. La première année, ça va pas forcément être des matières qui va vous plaire ou ça ne reflètera pas vraiment votre métier plus tard parce qu'on apprend plein de choses. Mais voilà, si vous êtes motivé, il n'y a pas de raison. Et si vous travaillez, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est comme ça. Et moi, j'ai adoré vraiment les études de pharmacie et la passer, c'était difficile, mais comment dire, on y arrive quoi, on survit. Et voilà, donc c'est faisable. Il y a Honoré qui avait une petite remarque qui nous Oui, expliquait que sa grand-mère, du coup, travaillait dans une officine. Et en oui. fait, étant donné que les clients n'étaient pas toujours prêts à payer le prix supplémentaire des médicaments, ça avait un impact direct sur son chiffre d'affaires et sa rémunération au sein de la pharmacie. Oui, là, je vois sa question. Son commentaire, les films, je regarde.
Oui, effectivement, les pharmaciens sont directement influencés par le prix des médicaments et le remboursement. Et le remboursement, c'est la sécurité sociale qui le décide. Et il y a un médicament qui peut être déremboursé si l'assurance maladie, donc la sécurité sociale, juge que finalement le médicament il ne rend pas suffisamment service, dans le sens où en fait il y a toujours une balance bénéfice-risque avec un médicament. Quand vous prenez un médicament, c'est pas sans risque. C'est pour ça que c'est pas un produit comme les autres. C'est pas juste un bonbon, quoi. C'est pas que du sucre. Et donc en fait, nous, on évalue toujours le bénéfice-risque. Si vous êtes malade et que ce médicament, il a un petit peu de risque, mais qui vous permet d'aller beaucoup mieux, on va vous le prescrire. Vous allez le prendre. Mais par contre, parfois, il y a des médicaments qui sont inventés, des nouveaux médicaments, mais dont le bénéfice-risque, la balance, elle est un petit peu floue et il n'y a pas forcément plus de bénéfices que de risques. Quand il y a trop de risques, alors on va dérembourser. Donc, c'est pour limiter l'accès. Pour que... Là, dans ce cas-là, si on dérembourse parce que le risque est trop important, c'est plutôt pour d'un point de vue de santé publique, c'est-à-dire que pour éviter que les gens l'achètent. Voilà. Donc, mais effectivement, le pharmacien d'officine, c'est un métier qui dépend beaucoup des patients, des personnes qui viennent acheter aussi la parapharmacie. Donc, parapharmacie, ça va être tout ce qui est, je sais pas, dentifrice, lait pour bébé, les shampoings, les savons, les crèmes, parce qu'il y a aussi des crèmes, pour le corps. Enfin, il y a plein d'autres à côté que les médicaments. Et ça, c'est aussi, ça rentre aussi dans le chiffre d'affaires d'une pharmacie d'officine. Voilà. Super, très très clair. Alors pour du coup honorer Léa et tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez encore des petites questions à poser à Agathe sur son métier et sur ses études avant qu'on conclue tous ensemble. N'hésitez pas. J'espère que je vous ai donné envie de faire pharmacie. C'était super bien en tout cas. Voilà. On va prendre là d'ici 2 minutes les dernières questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, Non, n'hésitez pas. Moi, j'ai que 24 ans, donc là, je suis en fin d'études, donc je suis vraiment encore jeune. Posez toutes vos questions. Et peut-être en attendant qu'ils aient leurs dernières questions, Agathe, tu avais un peu des photos justement des travaux pratiques que tu avais réalisés. Peut-être que tu pourrais nous montrer pour je vais vous montrer, c'est des photos assez drôles. Voilà, c'est bon. Alors, super. Donc, hop, voilà. Donc là, alors, à gauche, sont les photos de mes travaux pratiques pour illustrer, et à droite, mes stages. Donc, je vais commencer par mes travaux pratiques. Donc, par exemple, ici, là, alors, âme sensible, s'abstenir. Mais en fait, on a eu un travaux pratique en 4e année qui était vraiment très intéressant sur une semaine où on a fabriqué le lundi, donc au début de la semaine, un gel hydroalcoolique. Et ensuite, pendant le reste de la semaine, on a testé son efficacité bactérienne. Donc, on a regardé s'il tuait bien 99% des bactéries. Et on a aussi regardé son innocuité, donc le fait que ce ne soit pas nocif pour la peau. Et donc, pour ce côté, pour le test cutané, on a dû utiliser en fait une oreille de cochon. Voilà. Et on a regardé en fait l'effet, on a laissé poser assez longtemps le gel sur la peau d'oreille de cochon. Et on a regardé si c'était nocif ou pas, s'il y avait des effets. Voilà. Donc ça c'est ma binôme de TP. Bon, ouais, je sais moins. Mais voilà, nous, notre gel était très bien, il tuait toutes les bactéries et il était inoffensif pour la peau. Et voilà, ça c'était merci. C'était un exemple de semaine de TP, de travaux pratiques, très complète. Donc, c'est très, très intéressant. Ensuite, là, par exemple, c'était une image au microscope d'un champignon. Et en fait, qui a la particularité d'avoir cette forme-là. Donc, quand on regarde au microscope, c'est les aspergillus, s'il y en a qui sont intéressés, il me semble, de mémoire. Voilà, j'ai pris une photo avec mon téléphone. Et voilà, donc on étudie aussi les champignons. Donc, vous on étudie les plantes, mais aussi les champignons. On a des toutes petites bases. Hein. C'est surtout ceux qui font officine qui vont apprendre à devoir reconnaître les champignons parce que les personnes peuvent amener les champignons à l'officine normalement et le pharmacien doit dire s'ils sont comestibles ou pas.
Donc, c'est important de connaître les champignons toxiques. Voilà. Et là, enfin, c'était aussi un travail pratique où on étudiait la théine dans des feuilles de thé. Et en fait, on avait mis un réactif qui devenait bleu fluorescent, qui devenait très bleu à la lumière bleue. Voilà. Et donc, c'était assez drôle. Et ça, c'était mes travaux pratiques. Et enfin, mes stages. Donc là, c'est moi, en fait, en combinaison très stérile, à l'hôpital à Lyon, il y a 2 ans. En fait, l'hôpital a une zone au sein même de l'hôpital où on va produire des médicaments spécifiquement pour des patients parce que ces patients-là, en fait, ne peuvent pas forcément recevoir des médicaments qui existent, qui sont produits par les grands industriels. Et donc, en fait, nous, on va le produire spécifiquement pour eux. On va adapter. Donc, par exemple, si ça arrive des gens qui n'arrivent plus à avaler et si ils doivent prendre un médicament X qui n'est disponible que sous comprimé, bah, nous, à l'hôpital, on va essayer de voir si on ne peut pas le mettre sous sirop parce que le sirop, la personne, elle arrive à le prendre, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Donc là, c'était assez drôle. Parce qu'il fallait que tout soit stérile et bon, voilà, ça donnait une tête assez marrante. Et enfin, là, c'est un exemple de moi en stage où je devais ranger tous ces médicaments parce qu'effectivement, on réceptionne la commande et comme je vous ai dit, il y a 2 commandes par jour. Donc, le matin et l'après-midi, il faut ranger les nouveaux médicaments qu'on a commandés voilà, pour renflouer les stocks ou pour une personne en particulier qui avait besoin d'un produit. Et voilà, et là, c'est juste une gamme, c'est des concentrations différentes d'un produit et on voit qu'à la fin, c'est tout trouble parce que ça se mélangeait plus. Voilà, c'était plus soluble. Si vous avez, si c'est pas trop, je sais pas si vous savez ce que c'est. Je pense que oui, soluble, c'est quand un solide peut bien se mélanger. Par exemple, le sucre dans votre lait chaud. Au début, le sucre, c'est solide et après, dans le lait chaud, il devient soluble parce que vous ne le voyez plus et il s'est dissous dans votre lait. Voilà. Enfin, dans le lait, dans le café, plutôt. Super. Bah, écoute, merci pour toutes ces indications et toutes ces super images qui permettent justement de se situer par rapport à ton métier et de comprendre ton quotidien. Donc, merci beaucoup pour ce live, Agathe. C'était super. Super. Donc, maintenant, je vous invite tous et toutes à remplir notre petit questionnaire pour continuer d'améliorer au maximum notre action et à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter. Et vous recevrez lundi ou demain, on verra aussi en fonction de vos réponses au questionnaire, vous allez recevoir une newsletter avec le replay du live, si vous voulez le revoir, si vous avez manqué des infos, et également les lives à venir pour la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous. Merci à tous. Voilà. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.